Monsieur le maire, je suis l'auteur de la cassette vidéo sur Oradour, interdite de circulation dans tout le département de la Haute-Vienne. C'était en 2001. Je reconnais que le titre était provocateur, sans doute trop. Mais j'étais jeune et depuis je me suis assagi. Aujourd'hui, une chaîne YouTube diffuse mon nouveau documentaire « Oradour, à quand la vérité ?» Peut-être vous demandera-t-on d'en obtenir la censure. Peut-être même vous invitera-t-on à agir au plus vite pour mettre en branle la machine judiciaire. Car depuis 2001, la loi a évolué. Les crimes contre l'humanité ne sont plus les seuls visés. Désormais, la contestation de l'existence de certains crimes de guerre est passible d'amende et de prison. Toutefois, invoquer cette loi dans l'affaire d'Oradour serait très malhonnête. Parce qu'au moment de proposer ce texte, le garde des Sceaux a été très clair. Il voyait dans le révisionnisme des chambres à gaz une manifestation du racisme, plus exactement de l'antisémitisme. C'est dans ce contexte dit antiraciste que les élus ont voté la loi. Or, il est bien évident que le révisionnisme sur Oradour est sans rapport ni avec l'antisémitisme, ni même avec le racisme. Chez les révisionnistes, personne n'a jamais appelé à la haine des habitants d'Oradour. Voilà pourquoi vous ne sauriez en appeler à la justice contre moi. À défaut de me traîner devant les tribunaux, peut-être justifierez-vous la censure en arguant que mes travaux provoquent l'indignation des familles des victimes. Une telle indignation pourrait se comprendre si je niais la mort des 642 victimes recensées, ou si je lançais « Bien fait pour eux, ils l'ont mérité, c'était des maquisards et des familles de maquisards, il fallait les massacrer ». Mais je n'ai jamais tenu un tel discours. Au contraire, j'ai dédié mon livre aux femmes et aux enfants d'Oradour. J'ai ajouté les femmes et les enfants de Dresde et d'Hiroshima. J'expliquerai bientôt pourquoi. Ce que je conteste, ce n'est pas la tragédie, ce sont les circonstances de la mort des femmes et des enfants. J'affirme qu'ils ont été tués par l'explosion d'un dépôt clandestin de munitions, un dépôt que le maquis local avait aménagé sous les combles. Dire cela revient-il à outrager les morts? Non, car pour les femmes et pour les enfants d'Oradour, peu importait la provenance de ce qui les brûlait, de ce qui les déchiquetait. Ils vivaient des instants atroces et se voyaient mourir, c'est tout. Par conséquent, il est faux de prétendre que j'outragerai la mémoire des morts. Si, à Oradour, on juge mon propos intolérable, c'est parce que j'innocente les Waffen-SS de la mort des femmes et des enfants. À Oradour, on veut qu'ils aient été massacrés par les Waffen-SS. Pourquoi? Parce que la mémoire d'Oradour véhicule un message politique, un message antifasciste. Le directeur du Centre de la Mémoire le revendiquait. Certes, dans son poème dédié au village martyr, cette demoiselle parle de réconciliation avec l'ennemi d'hier, mais pas avec les nazis. À leur rencontre, elle éprouve de la rage. Je n'en suis pas surpris, car le Centre de la Mémoire d'Oradour est un temple dédié à l'antinazisme. On y véhicule le rejet viscéral du national-socialisme dans sa globalité. Ces visiteurs l'ont parfaitement compris. Pour eux, Oradour n'est pas le crime d'une compagnie de Waffen-SS, c'est le symbole en Europe de la barbarie nazie. De son côté, lorsque le Souvenir français emmène des jeunes visiter Oradour, l'organisateur explique que l'un des objectifs poursuivis est d'amener les élèves à comprendre que le massacre d'Oradour est le résultat de la barbarie nazie, de cette idéologie qui avait érigé la violence et l'embrigadement en principe fondateur. L'antinazisme est tel que dans son poème dédié au village martyr, cette collégienne parle des Boches sans que son professeur ne la reprenne. Si, dans un texte sur Gaza, une petite palestinienne qualifiait les sionistes de youpins, je ne crois pas que son professeur laisserait passer. Vous me répondrez peut-être que ces quelques vers sont une exception. Pas du tout. Dans un autre poème qu'il adresse aux Français de 1944, cet élève qui vient de visiter Oradour demande aux femmes et aux enfants de France d'uriner sur les Boches.
Femmes et enfants, fuyez. Embrassez-vous une dernière fois. Urinez-leur dessus s'il le faut. Tentez de les repousser, ces boches. Je lui ferai remarquer que depuis 1943, ce n'étaient pas les Allemands que les Français devaient fuir, mais le passage des bombardiers anglo-américains. Des bombardiers qui, un peu partout, semaient la mort et la désolation. Ce Christ aux trois quarts brûlé ne provient pas de l'église d'Oradour. Je l'ai photographié dans une église de Caen, ville bombardée à de multiples reprises par les Anglo-Américains entre le 6 juin et le 9 juillet 1944. Vous me répondrez que c'était la guerre. Ce n'est pas ce que pensait l'évêque de Toulon fin 1943 lors des obsèques des victimes d'un nouveau bombardement. Je vous opposerai aussi l'ouvrage de ce Normand, Alexandre Caillé. En 1944, il vit la destruction de sa ville, Coutances, par l'aviation anglo-américaine. Il déplore ces bombardements inutiles et parle de rage destructrice. Cependant, allons plus loin. Oui, admettons qu'en cas de guerre, les belligérants puissent adopter une stratégie qui provoquera la mort de femmes et d'enfants. Dès lors, au nom de quoi pourriez-vous condamner des soldats qui, face à des civils armés et insaisissables, les maquisards, frappant dans le dos, auraient décidé que la seule stratégie efficace était la destruction d'un village avec sa population civile? 2 mois avant le drame d'Oradour, le 8 avril 1944, Philippe Henriot avait lancé aux résistants cet avertissement prophétique. C'est bien joli de déclarer de loin la guerre à l'occupant, d'énumérer complaisamment les Allemands tués dans les attentats et les guet-apens. C'est bien joli de déclarer qu'on n'accepte pas l'armistice, que la France est toujours en guerre avec l'Allemagne. C'est bien joli de proclamer par les ondes que toute la France est avec la résistance, avec les Alliés et avec Staline. Seulement, le revers de la médaille, c'est qu'un jour, il se trouve des Allemands pour accepter de se considérer comme en guerre avec des Français qui répètent à longueur de journée qu'ils sont en guerre avec eux et pour répondre aux attentats par des représailles. Et oui, monsieur le maire, on ne peut pas d'un côté absoudre les Alliés et de l'autre condamner les Allemands. Car en France, les bombardements anglo-américains ont provoqué des drames aussi terribles que ceux survenus à Oradour. Alexandre Caillé évoque par exemple celui de cette jeune fille, restée 3 jours bloquée dans une cave avec les cadavres de sa mère, de ses 2 sœurs et de son frère. Quand on la retira de là, elle était devenue folle et elle mourut 2 mois plus tard. De son côté, ce veuf père de 2 fillettes raconte « Le bombardement avait commencé. Comme nous n'avions pas d'abri, j'emmenai ma mère et mes 2 filles dans la buanderie. Je me rendis vite compte que le bombardement ne visait pas seulement quelques points, routes ou voies. Systématiquement, on démolissait la ville. Les bombes tombaient en quinconce. Nous fûmes pris entre 2 torpilles et couverts de débris. Cette fille-ci, moins, moi, plus. Mais je commençais à me dégager. Ma mère était écrasée sous un monceau de pierrailles. Ma petite fille, qui me tenait encore le bras, gisait sous les décombres. « Respires-tu » lui demandai-je. « Oui, papa, encore. » Alors je vis des voisins qui fuyaient. Je hurlai « Au secours, aidez-moi, ma fille se meurt !» N'entendirent-ils pas? Étaient-ils affolés? Je leur pardonne, ils ne vinrent pas. Dans ces moments-là, on ne sait pas ce que l'on fait. « Respires-tu » demandai-je encore. « Oui, papa, encore. » Mais quelques secondes après, alors que j'essayais de nous dégager, je sentis sa main se crisper sur mon bras et je compris que ma petite fille était morte. Je parvins enfin à me déterrer et à aider ma fille sauve. Je trouvai du secours. On dégagea la pauvre enfant. Elle était morte asphyxiée sans une blessure. Si les voisins étaient venus avant, enfin. Ma mère, il ne fallait pas songer à la déterrer. J'ai jeté une couverture sur le corps de mon enfant et nous sommes partis. « Papa, nous ne resterons pas en banlieue, n'est-ce pas ?» intervient la fillette. « Non, mon petit, nous irons où tu voudras, tous les 2. » Aucun manuel scolaire ne rapporte ce genre de récit. Aucun manuel scolaire ne montre ces photos où des Français pleuraient d'autres Français innocents morts sous les bombes anglo-américaines. Il en va de même pour la destruction de la clinique de la Miséricorde à Caen. Le 6 juin 1944, de nombreux blessés du premier bombardement y avaient été amenés. Dans la nuit du 6 au 7, l'établissement fut touché par les bombes. Un sauveteur venu sur les lieux raconte « Des scènes atroces s'y déroulent. Un malade opéré la veille d'une hernie double, après avoir réussi à se dégager au prix de terribles souffrances, a soutenu le plafond écroulé jusqu'à ce qu'on réussisse à dégager sa fille. Des bombes incendiaires communiquent le feu au bâtiment sinistré. C'est un sauve-qui-peut général.
Des malades, des blessés se jettent par les fenêtres pour échapper aux flammes. De partout montent des cris et des supplications. Les religieuses sont admirables. Elles essaient d'arracher ces malheureuses à la mort. Elles réussissent à dégager à moitié le corps d'une femme. Mais la chaleur n'est plus supportable et elles doivent la laisser brûler vive, impuissantes et terrifiées. Dans la nuit, c'est une fuite éperdue. Des gens en chemise de nuit, nu-pieds, opérés de la veille, se traînent dans les jardins environnants. De nouvelles décharges de bombes en écrasent par dizaines. Dans les mois qui suivirent, 3 croix plantées sur les ruines rappelèrent cette tragédie. Aujourd'hui, la clinique est reconstruite. Mais rien, absolument rien, n'a été prévu pour garder la mémoire. Pas un monument, pas une plaque. De même, monsieur le maire, allez à Coutances aujourd'hui. Vous n'y trouverez que des tombes oubliées, jamais fleuries par les autorités, jamais commémorées. Oui, vraiment, toutes les victimes ne se valent pas. Le devoir de mémoire tant vanté par les autorités se révèle donc très sélectif. Mais il n'y a là rien de surprenant, car ce devoir de mémoire se fonde sur une histoire falsifiée. Revenons au travail de cet élève. Son exposé historique fourmille d'erreurs. C'est un village sans histoire pendant toute la guerre, avec une présence allemande inexistante. Mais le 10 juin 1944, la 2e division blindée SS d'Eichreich prend le contrôle de Limoges et se prépare à anéantir les maquis de résistants qui se trouvent autour de la ville. Les nazis préparent les actions visant à établir un climat de terreur maximale qui paralysera les résistants. La décision est prise, massacrer la population d'un village, ce sera Oradour-sur-Glane. Aucun document d'époque ne vient étayer cette accusation. D'ailleurs, si l'occupant avait voulu pratiquer une politique de terreur, alors il aurait revendiqué haut et fort le massacre d'Oradour. Il aurait clamé « Oui, nous avons massacré un village totalement innocent, choisi au hasard, et nous massacrerons d'autres populations innocentes si le maquis attaque à nouveau. » Or, loin de tenir ce discours, l'occupant chercha au contraire à expliquer sa venue à Oradour. Dans l'ouvrage officiel du village martyr, on lit « Les nazis se sont surpassés en ce qui concerne les raisons qu'ils ont inventées pour justifier leur crime du 10 juin. Ils ont prétexté l'existence d'une attaque à main armée contre des soldats allemands, puis contre des gradés. Selon certains, l'affaire se serait produite dans les environs d'Oradour, selon d'autres, dans le bourg lui-même. Même à admettre que les raisons avancées par les Allemands aient été fallacieuses, je le répète, s'ils avaient voulu pratiquer une politique de terreur, alors ils auraient revendiqué haut et fort un massacre commis contre un village choisi au hasard. C'est à 15h que les SS séparent les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre. Les 350 à 400 femmes et enfants sont conduits dans l'église du village. En revanche, les 180 hommes sont regroupés dans 6 bâtiments différents par groupe sous la surveillance de gardes SS, armés de mitrailleuses. À 16h, un signal donne l'ordre du massacre. Les SS abattent à la mitrailleuse les hommes regroupés dans les 6 bâtiments. Ce prétendu signal, c'était l'explosion soudaine du dépôt de munitions dans l'église. Mais comme je l'ai expliqué ailleurs, depuis 1944, on cache cette vérité au public. À 16h, en même temps, les SS placent une charge explosive sur une chaise dans l'église où sont enfermés les 350 à 400 femmes et enfants. L'explosion de la charge met le feu à l'église et dégage une fumée suffocante. Mortelle. Les soldats nazis remplissent l'église de paille et de fagots de branches pour y mettre le feu. Ils abattent à la mitrailleuse ceux qui tentent de sortir du brasier. L'élève nous ressort cette histoire rocambolesque de caisses explosives et asphyxiantes. De son côté, une autre élève déclare « Voici la cloche de l'église. Il faut savoir que pour faire fondre une cloche, il faut que la chaleur soit très grande, très élevée. Là, elle était à plus de 1000 degrés. Nous pouvons alors essayer de s'imaginer l'atrocité de la situation envers les femmes et enfants. » Si les cloches ont fondu au point de transformer l'église en crématoire pour les femmes et les enfants, alors comment se fait-il que le confessionnal et l'autel de la chapelle Saint-Joseph, en bois, n'aient pas brûlé? Les 2 élèves ne se sont pas posé cette question évidente, car ces jeunes sont totalement embrigadés. La méthode est toujours la même, elle consiste à susciter l'émotion pour paralyser la raison. Plus les années passent et plus les gardiens de la mémoire d'Oradour actionnent ce ressort si efficace. Il est vrai que la démocratie a poussé très loin l'art de la manipulation. Elle ne se contente pas d'utiliser les enfants morts, elle utilise aussi les vivants. Sur cette photo,
2 collégiens formatés à Oradour endoctrinent à leur tour d'autres élèves de classe de primaire. C'est ce qu'on appelle le passage de la mémoire. L'objectif étant de fabriquer des êtres sensibles au triptyque le citoyen, la République, la démocratie. Qui donc falsifie l'histoire pour faire passer un message politique? Ce sont les gardiens de la mémoire, et ils le savent très bien. 3 d'entre eux écrivent « L'histoire est aussi l'expression d'un pouvoir. Être maître du récit peut impliquer une domination politique suscitant un remodelage de la mémoire plus ou moins totalitaire, plus ou moins orienté. » C'est précisément pour rester maître du récit, donc pour assurer leur domination politique, que les gardiens de la mémoire veulent faire taire leurs adversaires. J'ose le dire, monsieur le maire, ceux qui pourraient vous solliciter pour me censurer prostituent les victimes afin qu'elles rapportent politiquement. Si les morts d'Oradour pouvaient se réveiller, alors ils témoigneraient en ma faveur pour le plus grand déshonneur des gardiens de la mémoire. Ne vous rendez pas complice, monsieur le maire, de ce déshonneur. Au contraire, œuvrez pour une véritable réconciliation sur la base de la vérité historique. Cette œuvre implique déjà de laisser les 2 parties s'exprimer librement. Bonsoir.